En ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et à une semaine tout juste du premier tour des municipales en France, on se penche sur le rôle des femmes en politique et leur place surtout. Comment atteindre la parité? Et si les élections locales étaient un tremplin décisif? Oxfam sort une étude sur le sujet. Bonsoir Sandra Lotte Fernandez. Bonsoir. Vous êtes responsable du plaidoyer droits des femmes au sein d'Oxfam et votre ONG plaide pour des villes féministes. Vous allez nous expliquer ce que cela implique. Avec nous sur ce plateau, Néné Mariam Kane, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parlement francophone des jeunes et nous sommes en direct avec Caroline Proux. Bonsoir, ministre de l'Habitation et responsable de la condition féminine au Québec. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation. Et je voulais vous faire réagir à ce dessin signé Plantu. Alors j'espère que vous allez le voir, Madame la ministre. On voit que des hommes autour de la table et une secrétaire donc voilà qui prend des notes. C'est la fameuse Brigitte. Alors c'est vrai qu'il force le trait, Plantu, mais est-ce que ça reflète une certaine réalité pour vous, Madame Proux? Au Québec, je vous dirais que les femmes sont très autonomes, très indépendantes. Il y a eu des lois passées au fil des ans qui ont fait que les femmes n'aient plus à être représentées de cette façon-là. On a quand même placé le plafond de verre ici au Québec, entre autres avec des politiques publiques où on invite les femmes à participer à la rédaction de politiques publiques pour voir dans la perspective féminine s'il n'y a pas des améliorations. Un projet de loi est toujours perfectible, mais avec la voix des femmes pour voir comment on peut améliorer ça. Et c'est surtout de donner l'accès aux femmes au marché du travail, ce que vous appelez les crèches chez vous, les centres de la petite enfance chez nous, créés il y a fort longtemps, qui permet, entre autres, aux femmes d'accéder au marché du travail, mais surtout d'accéder à une carrière politique, qui soit municipale, provinciale comme la mienne ou fédérale. Oui, effectivement, on va y revenir. C'est important, effectivement, la place de la famille. Mais Néné Mariam Kane, je voulais vous faire réagir à ces femmes de pouvoir qu'on voit juste derrière moi. On reconnaît Giorgia Meloni, notamment, ou encore la Première ministre Sanae Takaichi au Japon. Est-ce que pour vous, ce sont des exemples ou pas? Oui, d'une certaine façon, ce sont des exemples, bien sûr, de réussite dans un monde politique qui est particulièrement dominé par des hommes. Donc c'est bien pour nous, les jeunes femmes, d'avoir des modèles de femmes politiques qui réussissent et qui arrivent au plus haut sommet et qui ne se limitent pas à rester au bas-fond de la politique. Oui, alors Sandra, est-ce que justement, il y a une sorte de différence entre ces femmes qui sont mises en avant, qui ont des postes très importants, et derrière, c'est pas encore ça. Alors, au Québec, ça avance. En France, pas trop? En France, pas trop, non. Et Oxfam a calculé que seulement 28% des postes clés du pouvoir actuellement en France étaient occupés par des femmes. Donc le constat est assez clair, c'est que le pouvoir en France est encore très fortement masculin. Et notamment à l'échelle locale, comme on a observé à l'échelle des villes. Actuellement, alors que les femmes représentent plus de 40% des élus municipaux, elles ne sont que 20% des maires et 12% des présidences d'intercommunalité. Oui, on va faire la comparaison avec le Québec. C'est quand même mieux au Québec, mais juste sur l'engagement, Caroline Proux, vous avez annoncé cette semaine que vous n'alliez pas vous représenter, ce qui a suscité beaucoup de réactions au Québec, évidemment. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer en politique parce que vous étiez journaliste? En fait, c'est la présence du premier ministre du Québec, M. Legault, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur des plateaux de télévision où il me disait que j'étais près des gens. Je pense que c'est une compétence qu'on doit avoir lorsqu'on veut faire le saut en politique, mais également la capacité de s'exprimer, de bien défendre les intérêts. C'était d'abord et avant tout ça. Vrai qu'en 2018, il était plus difficile d'aller recruter des femmes pour être candidate au sein qui a été formé d'un gouvernement majoritaire en 2018. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, près de 43% des élus de l'Assemblée nationale du Québec sont des femmes. Le Conseil des ministres a été parité à parité. Maintenant, on est dans la zone paritaire. On joue aux alentours de près de 40%. Donc, les femmes ont des postes clés comme vice-première ministre, présidente du Conseil du Trésor, Mme Lebel, qui occupe un très, très gros poste à l'époque. Ministre de la Justice également, Mme Lebel a rempli ce mandat-là. Donc, de très hautes fonctions pour les femmes au Québec. Il s'agit de continuer d'avoir ces postes-là, mais au Québec, on doit dire qu'on se défend assez bien. Voilà, des postes régaliens, vous le précisez. Et pourtant, vous n'allez pas vous représenter. C'est une décision personnelle ou c'est parce que c'est lié au fait que c'est difficile d'être une femme en politique?
Non, c'est pas au sein de mon gouvernement, je vous dirais au sein de l'Assemblée nationale des 125 députés. Honnêtement, les femmes ont été chaudement, précieusement et respectueusement accueillies au sein de l'Assemblée nationale. C'est plus dans une perspective personnelle qui fait que je fais pas un 3e mandat. J'entre dans ma 60aine en juin prochain. Je vais voir comment je peux planifier ma prochaine dizaine. Alors, je vous laisse réagir. Mon aînée Marianne Kahn, effectivement, là, ça avance au Québec. Est-ce que vous êtes, vous pensez que ça peut avancer plus vite et vous l'espérez? Avancer plus vite, je l'espère, mais je ne suis pas très optimiste quand je vois que on avance par rapport à l'année dernière. Cette année, on a avancé de un point, oui. Un point, je pense, et c'est pas suffisant. Donc, au rythme où on va, ça va pas avancer. Donc, il s'agirait de mettre des quotas dans tous les pays et de les exiger pour pouvoir promouvoir une participation féminine accrue. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur ces chiffres, hein, notamment en France, grâce à vous, Sandra. Alors il y a Politis qui dit seulement 24,4% des listes déposées pour les élections 2026 ont à leur tête une femme. C'est un tout petit point de plus, hein, ce que vous disiez donc en 2020. On va revoir les chiffres que vous donnez, 24,7% des postes clés à l'échelle locale, 40% d'élus municipaux, 20% seulement de maires. Quand vous parlez de maires, de mairies, de villes féministes, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, c'est des maires qui s'engagent à mettre en place sur leur territoire des mesures pour accélérer les efforts en matière d'égalité femmes-hommes. Et pourquoi on en appelle aux maires? C'est qu'on a pu observer quand même des insuffisances de la politique nationale en matière d'égalité femmes-hommes. L'égalité femmes-hommes devait être la grande cause des 2 quinquennats d'Emmanuel Macron, et force est de constater qu'aujourd'hui, voilà... Pour vous, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais alors pourtant, il y a eu quand même cette loi qui est passée en mai 2025 qui concerne les communes de moins de 1000 habitants. C'est vrai que c'est une élection. Là, c'est obligatoire. Oui. C'est une élection historique en France, parce que c'est la première fois que la parité va s'appliquer dans les près de 35 000 communes françaises. Donc voilà, là, ce qui est dommage, et le chiffre de Politis est très fort, c'est que ça aurait été l'occasion justement de corriger le tir et de féminiser le pouvoir local et d'avoir plus de femmes maires, parce qu'aujourd'hui, que seulement 20%. Hein. Et malheureusement, j'ai peur qu'à l'issue des élections, on ne progresse pas forcément en France. Donc maintenant, voilà, on verra combien au 22 mars, combien il y aura de femmes maires, mais il faut aussi s'engager à nommer des femmes aux postes clés, parce que aujourd'hui, quand on regarde les premiers adjoints, c'est quand même le numéro 2 de la ville, il n'y a que 33% de femmes, et il y a aussi une répartition assez genrée des postes. On a observé que plus de 70% des élus en charge des finances, donc l'argent, c'est quand même un poste très important, 70% sont des hommes, quand 90% des postes en charge de la petite enfance sont occupés par des femmes. Donc il y a encore une répartition genrée. L'argent, c'est les hommes, et les enfants, c'est les femmes. Donc là aussi, on en appelle aux futurs maires de s'engager à nommer plus de femmes aux postes avec le plus de pouvoir à l'échelle locale pour contribuer à féminiser le pouvoir. Alors on va essayer de comprendre effectivement si c'est les femmes qui n'osent pas aller sur ces postes-là ou si on les assigne à ces postes. On va juste écouter le témoignage de l'ancienne maire de Périgueux. C'était la première fois qu'une femme devenait maire donc, à Périgueux en France. Elle a démissionné après un burn-out. On va l'écouter, c'était un reportage de France 3 Aquitaine. Quand on est maire, à la différence du premier adjoint ou d'adjoint, on fait vraiment l'expérience de la solitude. Elle a dédié sa vie à la politique. À 50 ans, cette ancienne inspectrice de la jeunesse et des sports est mariée et mère de 2 enfants. C'est après une longue réflexion qu'elle accepte aujourd'hui de nous livrer son témoignage, celui d'une élue qui a traversé une épreuve. Encore sur ce mandat ? Juin 2020, la victoire se lit alors sur son visage. Delphine Labaille s'élue première femme maire de Périgueux, mais rapidement c'est la désillusion. En mai 2025, elle renonce et donne sa démission. J'étais déterminée à faire tout ce que j'avais promis, puisque dans le cadre des élections et d'une campagne, on s'engage à conduire des projets. Donc probablement trop de projets. C'est que j'ai pas vu les signes de burn-out. Le fait de s'engager pour l'intérêt général, pour défendre les plus fragiles, et de se dire qu'on a à un moment plus été à l'écoute, c'est extrêmement violent pour soi. Si le bilan n'est pas teinté de regrets, Delphine Labaille n'a pas dit son dernier mot. La politique chevillée au corps, elle ne s'interdit pas de porter à nouveau son écharpe tricolore.
Alors oui, effectivement, il n'y a pas que des femmes qui démissionnent, mais on peut aussi penser à la première ministre islandaise. Caroline Proux, est-ce que ce témoignage vous parle? Est-ce que, effectivement, entrer en politique, c'est compliqué, ça peut être difficile? En fait, si on n'embrasse pas la politique avec la perspective que c'est difficile, c'est dur, c'est de longues heures, vous serez, à travers les médias sociaux, victime de désinformation, de harcèlement. Si vous installez les équipes compétentes alentour de vous pour vous protéger, oui, ça va être dur. C'est un métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les réseaux sociaux, comme on appelle au Québec, nous, il y a beaucoup de gérants d'estrade qui, de l'extérieur, derrière le clavier, vont faire des analyses de ce qu'on fait, nous, les femmes. Il y a des attributs physiques qui nous sont accolés. Mais il y a des groupes quand même qui sont là pour promouvoir puis aider les femmes à comprendre ce dans quoi elles pourraient s'amener si elles décidaient de plonger en politique. Ceci dit, au Québec, les choses s'améliorent beaucoup, mais il restera encore dans les zones obscures du web ces gens qui vont venir vous attaquer, vous dénigrer, venir attaquer votre personnalité, mais votre intégrité physique également. Oui, il faut se préparer à ça. Mais il y a des critiques en France, par exemple, voilà, juste pour faire un point, est-ce que effectivement quand on est une femme, on sait qu'on va être attaqué sur son physique, sur sa façon de s'habiller, on l'a vu en France, hein, ça existe. Est-ce que tout ça, il faut vraiment que ça change? Il faut œuvrer pour qu'on arrête ce genre de commentaires? Oui, effectivement, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de femmes en politique, c'est que la femme est directement attaquée soit sur son physique, soit sur son genre, sur ce qu'elle est censée être, sur ce qu'elle est censée faire. Et donc, c'est un problème majeur qui empêche beaucoup de gens, beaucoup de femmes de s'engager en politique. Donc oui, effectivement, on a aussi du mal à distinguer la vraie critique constructive de l'harcèlement. C'est vraiment un problème à régler. Il est temps que ça s'arrête. Alors, oui, et Sandra Lotte Fernandez, on pourrait revenir sur le syndrome de l'imposteur aussi, qui est peut-être plus important pour les femmes? Ah, mais bien sûr, et nous, on a recueilli beaucoup de témoignages là-dessus sur des jeunes élus qui ne se sentent pas légitimes. Et en fait, comme s'il y avait le sentiment d'être dans un milieu pour les hommes et qu'elles n'étaient que des invités temporaires et qu'elles n'avaient pas leur place dans un monde politique qui est encore fait par et pour les hommes. Et du coup, nous, on a repris à notre compte des recommandations du Haut Conseil à l'égalité qui appelle à un acte 2 de la parité, où justement des mesures très concrètes pour en finir avec un engagement politique qui est encore très sacrificielle pour les femmes et que la vie politique soit compatible avec une vie de famille, une vie normale, une vie dans laquelle on n'est pas exposé justement au sexisme, particulièrement quand on est une femme. Donc il y a beaucoup de mesures aussi à faire pour changer le monde politique et qu'il soit plus inclusif, notamment pour les femmes. Voilà, et on peut rappeler qui va garder les enfants. Ça, c'était une petite phrase assez née à Ségolène Royal. Elle en a fait un livre. Caroline Proux, qu'est-ce que vous faites au Québec? Vous l'avez dit, on va regarder même cette courbe. Il y a beaucoup plus. Vous allez plus vite, évidemment, pour plus de parité en politique. Vous, qu'est-ce que vous préconisez? Vous parlez d'une vie normale. Ça n'existe pas en politique. Je tiens à peut-être défaire un mythe qu'il y aura une vie normale. Il y a rien de normal en vie politique. Vos téléphones sonnent à toute heure du jour ou de la nuit. Il y a quand même des filets sociaux ici au Québec qui permettent aux femmes d'accéder à des postes de ministres. Comme par exemple, à l'Assemblée nationale, nous avons ce qu'on appelle chez nous une garderie, donc une crèche. Les femmes qui sont ministres, qui sont députées, qui sont chefs de parti, qui ont des enfants, peuvent donc, dans les institutions, amener leurs enfants où on garde cet espace privilégié entre les parents, que ce soit le père ou la mère qui soit député, ministre ou premier ministre. Il y a donc cette réflexion-là où on peut amener une partie de vie normale à l'intérieur d'une vie anormale en permettant, entre autres, de pouvoir avoir accès au cours de sa journée de travail un peu folle à ses enfants pour se détendre puis se changer des idées un peu quand même. Je ne crois pas qu'il y ait de crèche ou de garderie à l'Assemblée nationale ou au Sénat en France. Je pense qu'en France, on est très en retard. Et on l'a vu, des femmes députées c'est très récent, qui a un statut en fait de congé maternité ou paternité à l'Assemblée nationale. Donc voilà, en France, je pense qu'on a un peu plus de retard sur toutes ces questions. Ça peut être intéressant de prendre modèle sur le Québec. Néné Marianne Kahn, que fait l'Assemblée parlementaire francophone, puisque vous la représentez aujourd'hui, pour promouvoir les femmes? Alors, l'Assemblée parlementaire de la francophonie a plusieurs axes qui lui permettent d'inclure les femmes. Par exemple, dans les instances de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ils essaient de promouvoir au maximum la présence de femmes. Cependant, ils n'ont pas... En fait, l'Assemblée parlementaire de la francophonie n'a pas de pouvoir sur les États qu'elle fédère, si je peux dire ça comme ça. Donc, elle
promeut au maximum auprès de ces États-là pour qu'ils envoient des représentants féminines au sein des instances de l'APF. Mais et là, on est à 60-40, donc je pense que on n'est pas loin, mais il y a encore du travail à faire. Mais également, il y a le Parlement francophone des jeunes qui, dans son modèle, promeut un système de binôme qui impose un garçon et une fille. Et donc, il y a plusieurs comment je peux dire ça, aspects qui permettent de promouvoir la place. Mais on sent quand même que effectivement, le quota, c'est quand même la solution la plus efficace. Ça pourrait l'être. Personne n'aime les quotas et on aimerait s'en passer, mais en fait, sans quotas, il n'y a pas de féminisation. Donc, on est obligé de passer par là pour imposer justement la parité. Oui. Si je peux rajouter quelque chose, il y a un réseau des femmes parlementaires qui existe au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui réunit les jeunes parlementaires féminines, femmes. Et dans ce réseau-là, les femmes comme Madame Proulx vont se fédérer, se solidariser pour partager des expériences, exactement, et renforcer également la place des femmes au sein de leur assemblée eux-mêmes pour qu'ils contribuent à des lois en faveur des femmes et des enfants au sein de leurs parlements nationaux, par exemple. Et ben voilà, on a esquissé quelques pistes, effectivement. Merci infiniment à vous trois d'avoir participé donc, à ce débat. On a bien compris qu'on pouvait prendre modèle sur le Québec et qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir quand même donc en France. Merci encore à vous trois. Et je remercie Catherine François, notre correspondante au Canada, qui a aidé à la préparation de ce plateau. Et bien sûr, allez sur Terrienne, notre site consacré aux femmes dans le monde entier, avec à sa tête une femme, évidemment, Isabelle Mourgère.